Un enfant en fauteuil roulant s'approche d'un féroce lion rescapé et quelque chose de magique se produit. Quand leurs âmes blessées se rencontrent, l'instinct cède la place à la compassion dans un moment qui défie la science. Cette histoire, de connexion improbable entre deux êtres marqués par la souffrance, changera à jamais ce que nous savons sur l'empathie. Préparez-vous à être témoin du moment où l'innocence dompte la nature sauvage. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez d'où vous regardez. Le soleil d'automne déversait ses derniers rayons dorés sur le zoo-parc de Beauval lorsque le rugissement puissant de Simba a résonné dans les allées, faisant reculer instinctivement les visiteurs, se pressant contre les murs comme des feuilles sèches balayées par le vent. Tous, sauf une silhouette minuscule dans un fauteuil roulant métallique qui avançait avec détermination sur le chemin pavé, ses roues créant un rythme hypnotique contre le béton rugueux. Chloé n'avait que 8 ans, mais ses yeux couleur miel portaient une profondeur qui défiait son âge, comme si chaque jour vécu comptait double. Chaque douleur supportée ajoutait des couches de compréhension que les enfants ordinaires ne connaîtraient jamais. Thomas, son père, marchait quelques pas derrière, ses mains calleuses serrant les poignées du fauteuil avec la force de celui qui tente de contrôler l'incontrôlable. À 35 ans, il portait des rides prématurées qui racontèrent des histoires de nuits blanches et de soucis constants. L'odeur de désinfectant hospitalier imprégnait encore ses vêtements. Souvenir de la consultation médicale de ce matin-là. Une de plus dans une séquence interminable qui avait commencé 2 ans auparavant, lorsqu'un chauffard ivre avait transformé un trajet de routine vers l'école en une bataille pour la survie. Le zoo représentait une rare oasis de normalité dans leur vie, un endroit où Chloé pouvait simplement être une enfant émerveillée par le monde naturel, où Thomas pouvait baisser momentanément la garde hyper vigilante qu'il maintenait depuis l'accident. Il planifiait chaque visite avec une précision militaire, mémorisant chaque rampe d'accès, chaque toilette adaptée, chaque obstacle potentiel qui pourrait frustrer sa fille. Son anxiété chronique, qui avant l'accident n'était qu'un murmure, de fond dans sa vie, rugissait maintenant aussi fort que le lion qu'ils venèrent d'entendre. L'air portait l'arôme particulier de paille humide mélangé à l'odeur sauvage des animaux, une combinaison qui faisait toujours sourire Chloé. Elle inspirait profondément, comme si elle pouvait absorber toute la vitalité de l'endroit à travers ses poumons. Des groupes d'enfants couraient excités sur le chemin principal, leurs cris de joie ponctuant l'environnement comme des notes de musique désaccordées mais sincères. Des parents épuisés traînaient des poussettes et des sacs à dos lourds, tandis que des couples d'amoureux profitaient des recoins ombragés pour échanger des caresses furtives. Parmi la foule, une silhouette attira l'attention de Thomas. Camille, la nouvelle vétérinaire du zoo, organisait un groupe de visiteurs pour la prochaine conférence éducative. Les cheveux châtains attachés en une queue de cheval pratique balançaient tandis qu'elle gesticulait vivement, expliquant quelque chose sur le comportement animal. Thomas l'avait déjà remarqué lors de visites précédentes, admirant toujours de loin sa passion évidente pour son travail et la gentillesse avec laquelle elle traitait aussi bien les animaux que les visiteurs. Chloé, avec la perspicacité typique des enfants, avait déjà remarqué les regards furtifs de son père. « Papa, je veux voir le roi lion », insista Chloé, sa voix portant cette détermination inébranlable que Thomas connaissait si bien. C'était la même voix qu'elle avait utilisée pendant des mois de physiothérapie douloureuse. La même qu'elle employait lorsque des médecins bien intentionnés suggérèrent des limites qu'elle refusait d'accepter. Elle montra du doigt la zone des grands félins, où un attroupement de personnes indiquait que quelque chose de spécial se passait. Thomas hésita un instant, calculant mentalement la distance, le terrain, les difficultés possibles. Cette habitude d'anticiper les problèmes était devenue aussi automatique que respirer. Mais l'éclat dans les yeux de Chloé, cette lumière qu'aucun accident n'avait réussi à éteindre, vainquit ses réserves. Il ajusta sa prise sur les poignées du fauteuil et commença à naviguer dans la foule, murmurant des excuses polies tout en se frayant un chemin. La zone des grands félins était particulièrement animée en raison du festival annuel de la conservation. Des drapeaux colorés flottaient dans la douce brise et des stands vendèrent des souvenirs dont les bénéfices seraient reversés à des projets de préservation. Le son d'un groupe local jouant de la musique folklorique créait une atmosphère festive qui contrastait avec la solennité habituelle du zoo. C'est alors qu'ils le virent,
Simba reposait sur sa plateforme élevée comme un monarque ennuyé observant des sujets indignes de son attention. Même allongé, sa présence était imposante. La crinière sombre encadrait son visage comme une couronne d'ombre, et des muscles puissants ondulaient sous la fourrure dorée à chaque mouvement minimal. Mais ce sont les cicatrices qui racontaient la véritable histoire, des lignes blanches serpentant sur son flanc droit, des souvenirs gravés dans la chair d'années de souffrance dans un cirque clandestin. Dr Martin, le biologiste en chef, responsable des grands félins, donnait sa conférence éducative en maintenant une distance respectueuse de la grille de protection. À 50 ans, avec des cheveux gris et des lunettes qui glissaient constamment sur son nez, il possédait cette combinaison rare de connaissances profondes et de capacité à communiquer des complexités de manière accessible. Ce magnifique prédateur est encore en train de s'adapter à son nouvel environnement, expliquait-il, gesticulant avec ses mains marquées par l'âge. Simba a été rescapé il y a 6 mois de conditions déplorables. S'il vous plaît, maintenez vos distances avec les grilles de protection. Son tempérament est encore imprévisible. Chloé écoutait attentivement, ses petits doigts tambourinant sur les accoudoirs du fauteuil dans un rythme qu'elle seule comprenait. Thomas remarqua le motif. C'était le même qu'elle utilisait lorsqu'elle traitait des informations importantes, archivant des détails dans son esprit extraordinairement vif. La petite fille possédait une capacité d'observation remarquable, peut-être développée en compensation de sa mobilité limitée, peut-être simplement partie de qui elle avait toujours été. Le docteur Martin continuait son explication sur le processus de réhabilitation des animaux sauvages traumatisés. Mais Chloé ne prêtait plus attention aux mots. Ses yeux étaient fixés sur Simba, et quelque chose se passa entre eux. Une reconnaissance silencieuse qui défiait toute explication logique. Le lion, qui jusque-là avait complètement ignoré la présence humaine, bougea légèrement la tête, ses yeux ambres rencontrant ceux de la petite fille à travers la distance et les barrières. Camille s'approcha du groupe, portant un seau avec des suppléments vitaminiques qui seraient ajoutés au prochain repas de Simba. Thomas sentit son cœur s'accélérer légèrement lorsqu'elle passa près d'eux, laissant dans l'air une subtile traînée de parfum floral, mélangée à l'odeur caractéristique de ceux qui travaillent avec les animaux. Elle salua Chloé avec un sourire chaleureux, la reconnaissant des visites précédentes. « Bonjour Chloé, tu es venue voir notre nouveau résident ?» demanda Camille, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de la petite fille. Thomas admira le geste. Peu de gens prenaient la peine d'ajuster leur posture pour parler à Chloé, préférant parler par-dessus sa tête comme si elle était invisible. Chloé hocha la tête avec enthousiasme. « Il est beau, mais il est triste », observa-t-elle avec cette franchise déconcertante des enfants. « Je peux le voir dans ses yeux. C'est comme quand papa pense que je ne regarde pas. » Thomas sentit le rouge lui monter au cou. Camille lui lança un regard compréhensif, avant de reporter son attention sur Chloé. « Tu as raison, Simba a traversé beaucoup de difficultés, mais nous faisons tout pour qu'il se sente en sécurité et heureux ici. » La conversation fut interrompue par une soudaine agitation. Un groupe d'adolescents, courant pour ne pas manquer le spectacle de phoques qui allait bientôt commencer, bouscula accidentellement le fauteuil de Chloé. L'impact ne fut pas fort, mais suffisant pour déplacer le fauteuil de quelques mètres, le rapprochant dangereusement de la barrière de sécurité. « Excusez-nous, mademoiselle », murmura l'un des jeunes, essayant maladroitement de repositionner le fauteuil. Dans leur hâte et leur embarras, ils finirent par le laisser encore plus près de la grille qu'il ne l'était à l'origine. Les adolescents disparurent dans la foule avant que Thomas ne puisse protester. Chloé, fascinée par la proximité inattendue avec Simba, n'appela pas son père. Son silence avait toujours été sa forme particulière de rébellion contre la surprotection constante. Elle savait qu'elle n'avait que quelques secondes avant que Thomas ne s'en rende compte et ne l'éloigne. Alors elle en profita pour observer le lion de plus près. Elle pouvait voir maintenant des détails qui échappaient à distance, la texture rugueuse des cicatrices, la façon dont une de ses oreilles était légèrement tombante, probablement due à une vieille blessure. Simba, jusque-là indifférent. Au visiteur, leva brusquement la tête. Ses yeux ambres se fixèrent directement sur Chloé, avec une intensité qui rendit l'air ambiant plus dense. Un silence tendu s'établit entre la petite fille immobile
et le prédateur maintenant alerte. C'était comme si le reste du monde avait disparu, ne laissant que les deux êtres blessés se reconnaissant mutuellement. Les premiers visiteurs à remarquer la situation commencèrent à murmurer anxieusement. Une femme laissa échapper un cri étouffé, montrant du doigt la proximité dangereuse. Le murmure se transforma rapidement en une vague d'inquiétude qui se propagea dans la foule comme des ondulations sur un lac. Thomas était en train de payer pour 2 glaces à un stand voisin, distrait momentanément par la tâche d'équilibrer les cornets et son portefeuille, pendant que le vendeur cherchait de la monnaie. Ce fut le silence soudain de la foule qui l'alerta, ce genre de quiétude qui précède les tempêtes ou les tragédies. Il se retourna, les glaces lui échappant des mains et s'écrasant sur le sol quand il vit où se trouvait Chloé. Chloé, le cri déchira sa gorge avec une force primitive. Des années de peur refoulée, de cauchemars sur la perte de sa fille, explosèrent en ce seul instant. Il laissa tout tomber et courut, ignorant les cris d'avertissement autour de lui. Camille fut l'une des premières à réagir professionnellement. Elle laissa tomber le seau de supplément et courut vers le docteur Martin, qui abandonna sa conférence au milieu d'une phrase sur le comportement territorial. « Code jaune dans l'enclos 7 », cria-t-elle dans la radio, sa voix maintenant un calme entraîné qui contrastait avec la panique croissante autour d'elle. « Personne ne bouge brusquement », ordonna le docteur Martin, sa voix portant l'autorité de décennies d'expérience. Sécurité maintenait le périmètre. Équipe médicale en alerte. Son esprit calculait rapidement les options, tandis qu'il observait Simba se lever lentement, ses muscles puissants ondulant sous sa fourrure. Thomas fut intercepté par 2 agents de sécurité costauds, alors qu'il était à quelques mètres de sa fille. Il lutta contre eux avec une force surhumaine alimentée par le désespoir. « Elle ne peut pas bouger vite, vous ne comprenez pas !» criait-il, des larmes coulant sur son visage, tandis qu'il essayait de se libérer. « C'est mon bébé, s'il vous plaît. » Chloé resta surnaturellement calme pendant tout le chaos. Ses petites mains reposaient tranquillement sur ses genoux, et ses yeux ne quittèrent jamais ceux de Simba. C'était comme si elle était en transe, ou peut-être dans un type de communication qui transcendait les mots et la logique. Plus tard, elle décrirait la sensation comme étant enveloppée dans une bulle de silence, où seule elle et le lion existaient. L'équipe d'urgence du zoo prit des positions stratégiques. 2 tireurs avec des fléchettes tranquillisantes visaient soigneusement, n'attendant que l'ordre d'agir. Des vétérinaires préparaient l'équipement médical pour toute éventualité. Les visiteurs étaient rapidement évacués de la zone, certains protestant pour vouloir filmer l'incident, d'autres s'enfuyant en panique. Le monde sembla retenir sa respiration collectivement lorsque Simba commença à bouger. Chaque pas du grand félin résonnait comme le tonnerre dans le silence tendu. Ses pattes massives touchaient le sol avec une grâce létale, et sa crinière balançait comme des ombres dansantes. Les cicatrices sur son flanc semblaient pulser sous la lumière du soleil couchant, racontant des histoires muettes de douleur et de survie. Camille saisit le bras du docteur Martin. « Docteur, il faut faire quelque chose », murmura-t-elle d'urgence. Mais le biologiste était paralysé, assistant à quelque chose qui défiait toute sa formation scientifique. « Attendez », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Quelque chose est en train de se passer ici. Lorsque Simba arriva à la grille, l'impensable se produisit. Au lieu du rugissement menaçant que tous craignaient, au lieu des griffes tendues et des crocs exposés, le puissant félin fit quelque chose qui laissa même les soigneurs les plus expérimentés bouche bée. Il abaissa lentement sa tête majestueuse jusqu'à ce qu'elle soit au niveau du fauteuil roulant de Chloé, ses mouvements délibérés et prudents comme ceux d'une mère avec son petit. Un son commença à émaner de la poitrine massive du lion. Pas un rugissement, pas un grognement d'avertissement, mais quelque chose qui ressemblait impossiblement à un ronronnement. C'était un son profond et vibrant, qui semblait résonner dans les os de toutes les personnes présentes, portant avec lui un message ancien de reconnaissance et de compassion. Chloé, ignorant les cris étouffés d'horreur autour d'elle, tendit lentement sa petite main à travers la grille de sécurité. Thomas sentit son cœur s'arrêter, le temps se figeant dans ce moment terrible entre la vie et la mort. Mais au lieu d'arracher la main de la petite fille d'une morsure,
Simba frotta doucement son énorme tête contre ses doigts, fermant les yeux comme un chat domestique recevant des caresses. Impossible. Le docteur Martin retrouva enfin sa voix, bien, qu'elle sorte comme un murmure rauque. En 25 ans de carrière, je n'ai jamais... Il ne put finir sa phrase, les mots lui manquant face au mystère qui se déroulait. Camille fut la première à se remettre du choc. Avec des mouvements prudents pour ne pas effrayer ni le lion ni l'enfant, elle s'approcha lentement. « Chloé, ma chérie, » murmura-t-elle doucement, « tu peux retirer ta main doucement. Juste pour s'assurer que tout le monde est en sécurité ?» Chloé regarda Camille, puis Simba, et finalement son père qui avait cessé de lutter contre les agents de sécurité et pleurait maintenant ouvertement. « Il ne me fera pas de mal, » dit-elle avec une conviction absolue. « Il sait ce que c'est. » Nous le savons tous les deux. À contre-cœur, Chloé retira sa main. Simba resta près de la grille pendant quelques instants de plus, ses yeux toujours fixés sur la petite fille, avant de s'éloigner lentement et de retourner sur sa plateforme. Il s'allongea face à Chloé, comme un gardien silencieux, et ne bougea pas le reste de la journée. Le chaos qui suivit fut maîtrisé mais intense. Les urgentistes examinèrent Chloé, qui coopéra avec une impatience mal dissimulée. Thomas serra sa fille dans ses bras, avec assez de force pour briser des côtes, alternant entre soulagement, colère et stupéfaction. Les visiteurs furent interrogés, des rapports furent remplis, et les protocoles de sécurité furent révisés d'urgence. Mais ce fut Camille qui fit l'observation qui changerait tout, en aidant à calmer Thomas, en lui offrant de l'eau et un endroit où s'asseoir. Elle mentionna quelque chose qu'elle avait remarqué. La façon dont Simba a bougé, dit-elle pensivement. Vous avez remarqué? Il boitait légèrement. Très subtil, mais c'était là. Docteur Martin, entendant la conversation, fronça les sourcils. Cela n'était pas dans les rapports vétérinaires. Du sauvetage. Nous allons devoir faire des examens plus détaillés. S'il y a une blessure non diagnostiquée. La révélation vint 3 jours plus tard, après une série d'examens que Simba toléra étonnamment sans la nécessité habituelle d'une sédation lourde. Des radiographies et des IRM révélèrent ce que des années d'abus avaient caché, une vieille blessure à la colonne vertébrale qui limitait partiellement ses mouvements, bien que de manière presque imperceptible pour des observateurs occasionnels. C'est incroyable qu'il ait survécu dans le cirque avec cette condition, expliqua le vétérinaire en chef, lors d'une réunion d'urgence. La douleur devait être constante. Il a appris à compenser si bien que personne n'a remarqué. La nouvelle se propagea rapidement, d'abord parmi l'équipe du zoo, puis dans la communauté scientifique, et finalement dans les médias. La rencontre miraculeuse, comme elle fut surnommée, devint un sujet de discussions animées lors de conférences d'éthologie et de psychologie animale. Des théories furent proposées et débattues, allant des champs électromagnétiques à la télépathie interspécifique. Mais pour Chloé, l'explication était simple. Lors d'une interview soigneusement supervisée pour un documentaire sur l'incident, elle articula avec la clarté déconcertante qui la caractérisait. Quand tu es brisé, tu reconnais les autres qui le sont aussi. C'est comme un club secret, dont personne ne veut faire partie. Mais quand tu y es, tu sais tout simplement. Thomas observait sa fille pendant ses interviews avec un mélange de fierté et de douleur. L'incident l'avait obligé à affronter des vérités inconfortables sur lui-même. Lors d'une séance avec le psychologue qu'il avait commencé à voir après l'événement, il admit « J'ai passé tellement de temps à essayer de la protéger, du monde que je n'ai pas réalisé que j'étouffais sa force. Chloé n'a pas besoin que je la garde dans une bulle. Elle a besoin que je l'aide à naviguer dans le monde tel qu'elle est. » Le zoo, répondant à l'intérêt public écrasant et au potentiel thérapeutique démontré, commença à développer un programme révolutionnaire. Camille, promue coordinatrice de la nouvelle initiative, travailla sans relâche pour créer des protocoles permettant des interactions sûres entre les enfants ayant des besoins spéciaux et les animaux rescapés. Il ne s'agit pas seulement des bénéfices thérapeutiques pour les enfants, expliqua-t-elle lors d'une présentation à de potentiels sponsors, avec Thomas et Chloé au premier rang. Les animaux en bénéficient aussi. Simba a montré des améliorations notables dans son comportement depuis qu'il a commencé à interagir régulièrement avec Chloé et d'autres enfants du programme.
Les visites hebdomadaires de Chloé au zoo devinrent un rituel sacré. Toujours, le mercredi à 3 heures de l'après-midi, elle et Thomas arrivaient pour leur séance spéciale. Une vitre de sécurité spécialement installée permettait une proximité sans risque, et Simba l'attendait invariablement, couché le plus près possible de la barrière. Pendant ces visites, quelque chose commença à fleurir entre Thomas et Camille. Cela commença par des conversations sur le programme, des discussions sur les progrès de Chloé et le comportement de Simba. Camille admirait le dévouement de Thomas en tant que père, tandis qu'il s'émerveillait de sa passion et de sa compétence professionnelle. De petits gestes furent les premiers signes. Une tasse de café supplémentaire apportée sans être demandée. Un toucher prolongé en passant des documents. Chloé, toujours observatrice, fut la première à commenter. « Camille t'aime bien, papa », annonça-t-elle pendant le dîner un soir, faisant s'étouffer Thomas avec ses pattes. « Et tu l'aimes bien aussi. Tes yeux changent quand elle est là. » Thomas tenta de protester, mais Chloé continua implacable. « C'est bien, tu souris plus, comme Simba quand il me voit. » Le premier moment vraiment significatif entre Thomas et Camille arriva lors d'une tempête inattendue. Ils étaient restés bloqués au zoo après l'heure de fermeture, attendant que la pluie diminue. Chloé dormait dans son fauteuil, épuisée après une journée particulièrement active. Assis dans le bureau de Camille, buvant du thé et écoutant la pluie tambouriner sur le toit, ils partagèrent des histoires. Thomas parla de sa femme, décédée dans le même accident qui avait blessé Chloé. De la culpabilité d'avoir survécu, indemne tandis que les 2 personnes les plus importantes de sa vie souffraient tant. De la peur constante d'échouer en tant que père, de ne pas être suffisant pour Chloé. Camille écouta sans jugement, touchant occasionnellement sa main, en signe de réconfort silencieux. Quand ce fut son tour, elle parla de sa propre perte. Un frère plus jeune atteint de paralysie cérébrale qui était décédé des années auparavant, et comment cela avait orienté sa carrière vers le travail avec des êtres vulnérables. La pluie avait cessé lorsqu'ils réalisèrent que leurs mains étaient entrelacées sur la table. Ce fut un moment de reconnaissance mutuelle, pas très différent de ce qui s'était passé entre Chloé et Simba. 2 cœurs blessés reconnaissant, l'un dans l'autre la possibilité de guérison. Dans les semaines qui suivirent, la relation évolua naturellement. Camille commença à se joindre à Thomas et Chloé pour quelques dîners. Thomas commença à aider en tant que bénévole dans le programme du zoo. Chloé observait tout avec une satisfaction mal dissimulée, faisant occasionnellement des commentaires, innocents qui faisaient rougir les adultes. Le programme d'interaction thérapeutique se développa rapidement. Des enfants de toute la région étaient amenés pour des séances soigneusement supervisées. Toutes les connexions n'étaient pas aussi dramatiques que celles de Chloé et Simba, mais chaque petit progrès était célébré. Une petite fille, autiste qui n'avait pas parlé depuis des années, prononça ses premiers mots à une Ara rescapée. Un garçon atteint de paralysie partielle retrouva la motivation pour la physiothérapie après avoir interagi avec un cheval qui avait survécu à un incendie. Dr Martin, initialement sceptique, devint l'un des plus grands défenseurs du programme. Lors d'une conférence internationale, il présenta des données préliminaires qui suggéraient des bénéfices mesurables, tant pour les enfants que pour les animaux participants. Nous ne faisons que gratter la surface de ce qui est possible lorsque nous abordons la guérison de manière holistique, déclara-t-il devant une assemblée de scientifiques fascinés. Mais tout n'était pas des succès faciles. Il y eut des revers et des défis. Un jour, Simba refusa de quitter son abri, restant recroquevillé dans le coin le plus éloigné. Chloé fut dévastée, convaincue qu'elle avait fait quelque chose de mal. Ce fut Camille qui la consola, expliquant que même les plus forts ont des jours difficiles. Simba apprend qu'il est en sécurité pour montrer quand il ne va pas bien, dit-elle en serrant Chloé dans ses bras. C'est aussi un progrès. Il nous fait suffisamment confiance pour montrer sa vulnérabilité. Cette perspicacité mena à une conversation profonde entre Chloé et Thomas ce soir-là. Elle admit qu'elle faisait parfois semblant d'aller bien quand ce n'était pas le cas, de peur de l'inquiéter encore plus. Thomas, à son tour, reconnut que sa propre peur avait créé une atmosphère où Chloé sentait qu'elle devait être trop forte pour son âge. À partir de ce jour, ils établirent un nouveau rituel. Chaque soir, avant de dormir,
Chacun partageait une chose qui avait été difficile ce jour-là et une qui avait apporté de la lumière. C'était simple mais transformateur, leur permettant à tous deux d'être des humains complets l'un avec l'autre. Le premier grand test de la relation de Thomas et Camille survint lorsqu'un journal à sensation publia un article remettant en question la sécurité du programme, insinuant négligence et danger imminent. Malgré leur manque de fondement, les accusations générèrent une tempête de controverses. Des parents retirèrent leurs enfants du programme. Des sponsors menacèrent de retirer leurs fonds. Thomas trouva Camille en larmes dans son bureau après une réunion particulièrement brutale avec la direction du zoo. Sans hésiter, il l'enveloppa dans ses bras, murmurant des mots de réconfort. Ce fut dans ce moment de vulnérabilité partagé qu'ils échangèrent les premières déclarations d'amour. « Nous allons nous battre pour ça ensemble », promit Thomas. « Ce programme, toi, tout cela a changé nos vies. Nous n'allons pas laisser des mensonges détruire quelque chose d'aussi important. » La bataille fut ardue. Réunions avec des avocats, campagne d'information publique, témoignages émus de familles bénéficiaires. Chloé, avec la permission attentive de Thomas, enregistra une vidéo qui devint virale, expliquant avec une éloquence enfantine ce que le programme signifiait pour elle et d'autres enfants. La marée a tourné lorsqu'une équipe de documentaristes, respectés, qui avait suivi le programme depuis le début, sortit un film montrant la réalité derrière les gros titres sensationnalistes. Des scènes d'enfants s'épanouissant, d'animaux se rétablissant, et le dévouement incessant de l'équipe du zoo émurent le public. Simba, ignorant la tempête politique autour de lui, continuait son propre processus de guérison. Ses épisodes d'agressivité diminuèrent drastiquement. Il commença à interagir positivement avec d'autres lions du zoo, quelque chose considéré comme impossible à son arrivée. Les vétérinaires remarquèrent des améliorations dans sa condition physique, attribuées à la fois au traitement médical et au bien-être émotionnel amélioré. Le point culminant émotionnel arriva lors de la célébration du premier anniversaire du programme. Le zoo organisa un événement spécial invitant toutes les familles participantes, les sponsors et les médias. Ce fut pendant la cérémonie que Thomas fit quelque chose qui surprit tout le monde, surtout Chloé. Il avait préparé un discours sur le programme, mais au moment de parler, il changea d'avis. Au lieu de cela, il se tourna vers Camille, qui était à ses côtés sur scène, et s'agenouilla. Le silence qui suivit fut absolu, rappelant ce premier moment entre Chloé et Simba. « Camille, tu es entrée dans nos vies quand nous avions le plus besoin de lumière. Tu nous as montré que briser ne signifie pas irréparable, que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus. » Ta voix trembla d'émotion. « Chloé et moi aimerions savoir si tu accepterais de faire officiellement partie de notre petite et féroce famille. » Le oui de Camille fut étouffé par ses larmes et par les applaudissements assourdissants de la foule. Chloé, sur scène dans son fauteuil, rayonnait de joie pure. Quand Camille se baissa pour l'embrasser, elle murmura « J'avais dit qu'il t'aimait bien. » Le mariage, 6 mois plus tard, eut lieu au zoo, naturellement. Ce fut une cérémonie intime, mais profondément significative. Simba, dans son enclos spécialement, décoré pour l'occasion, observa les procédures avec ce que Chloé jurait être de l'approbation, dans ses yeux ambres. Pendant les vœux, Thomas parla de la façon dont le véritable amour n'est pas l'absence de peur, mais le courage d'être vulnérable malgré elle. Camille parla de la façon dont la famille n'est pas définie par le sang ou les circonstances, mais par le choix quotidien de prendre soin l'un de l'autre. Chloé, en tant que demoiselle d'honneur, a volé la vedette avec un discours sur la façon dont parfois les meilleures choses viennent des moments les plus effrayants. La lune de miel fut reportée. Aucun des trois ne voulait se séparer si tôt. Au lieu de cela, ils firent un voyage d'un week-end à la plage, où Chloé expérimenta pour la première fois la sensation de flotter dans la mer, avec l'aide d'équipements spéciaux. L'expression de liberté absolue sur son visage, tandis que les vagues la berçaient, resta gravée à jamais dans la mémoire de ses parents. Le programme du zoo continua à grandir et à évoluer. Des chercheurs d'universités prestigieuses commencèrent des études longitudinales sur les effets de l'interaction animal-humain dans les processus de guérison. Simba devint involontairement une célébrité scientifique,
bien qu'il restât indifférent à sa renommée, préférant ses moments tranquilles avec Chloé. Il y eut des jours difficiles, bien sûr, des jours où le handicap de Chloé la frustrait au-delà des mots, des jours où Thomas luttait contre l'anxiété, des jours où Camille se sentait dépassée en essayant d'équilibrer son travail et sa vie de famille. Mais ils avaient appris que la foi n'est pas de croire que les mauvais jours ne viendront pas, mais de faire confiance que la lumière revient toujours. Un moment particulièrement touchant se produisit lorsque Chloé, maintenant âgée de 10, Jens fut invitée à parler lors d'une conférence médicale sur son expérience. Au lieu de se concentrer sur ses limitations, elle parla de la façon dont son fauteuil roulant était ses ailes, lui permettant d'aller dans des endroits et de rencontrer des êtres extraordinaires comme Simba. « Les gens me demandent toujours si j'aimerais remarcher », dit-elle à un public de médecins émus. « Bien sûr que oui. Mais si je pouvais retourner dans le temps et éviter l'accident, et que cela signifiait ne jamais connaître Simba, ne jamais voir papa trouver Camille, ne jamais aider tous ses enfants et animaux, je ne changerais rien. Parfois, le chemin le plus difficile mène aux plus beaux endroits. » Le docteur Martin, maintenant consultant senior du programme élargi, utilisait fréquemment l'histoire de Chloé et Simba dans ses conférences. « Les animaux et les humains partagent plus que nous ne l'imaginons, disait-il. La capacité de reconnaître la souffrance chez un autre être, de répondre avec compassion au lieu d'indifférence ou d'agression, c'est ce qui nous rend véritablement vivants. » Au fil des années, le lien entre Chloé et Simba est resté fort. Même lorsque d'autres lions furent introduits dans le programme, même lorsque Chloé se fit des amis humains grâce aux séances de thérapie de groupe, cette connexion initiale est restée unique. Le personnel du zoo rapportait que Simba savait toujours quand c'était mercredi, étant visiblement plus alerte les matins des jours de visite de Chloé. Camille documenta méticuleusement ses observations, contribuant à un corpus croissant de littérature sur la cognition et l'émotion animale. Son travail, combiné aux données du programme, commença à changer les perceptions dans la communauté scientifique sur la profondeur de l'expérience émotionnelle animale. Mais au-delà des articles académiques et des conférences, l'impact réel était visible dans les vies transformées. Des enfants qui avaient perdu l'espoir trouvèrent des raisons de sourire. Des animaux considérés comme irrécupérables montrèrent une capacité surprenante à la confiance et à l'affection. Des familles fragmentées par le traumatisme trouvèrent des chemins vers la guérison. Thomas, réfléchissant au parcours lors du 5e anniversaire de la première rencontre, s'émerveilla des rebondissements du destin. « Si quelqu'un m'avait dit ce jour terrible à l'hôpital que notre plus grande douleur mènerait à notre plus grande joie, je n'y aurais pas cru, » dit-il à Camille, tandis qu'ils observaient Chloé menant un groupe de nouveaux enfants dans le programme. Camille lui serra la main, son alliance brillant à la lumière du soleil. L'espoir est ainsi. Il grandit dans les fissures que la douleur laisse derrière elle. Le programme fit face à des défis continus. Le financement était toujours une préoccupation. Occasionnellement, des animaux ou des enfants ne répondaient pas bien au programme et nécessitaient des approches différentes. Il y eut aussi des pertes. Certains animaux âgés décédèrent, laissant les enfants qui s'étaient liés à eux naviguer à travers le deuil. Ce fut lors d'un de ces moments difficiles que Chloé démontra la profondeur de sa maturité émotionnelle. Lorsqu'une aigle rescapée avec qui une petite fille nommée Louise avait tissé des liens mourut inopinément, Chloé fut la première à offrir du réconfort. « Tu sais, » dit-elle à Louise, la serrant maladroitement dans ses bras depuis son fauteuil, roulant. Eagle, comme l'aigle était affectueusement appelé, nous a appris quelque chose d'important. Elle nous a montré que même avec des ailes brisées, on peut toucher le ciel dans le cœur de quelqu'un. Ça ne meurt jamais. Le mémorial improvisé, que les enfants organisèrent pour Eagle devint un événement annuel, célébrant tous les animaux qui étaient passés par le programme. C'était un doux rappel que l'amour transcende la perte, que les connexions significatives laissent des marques permanentes dans nos âmes. Simba, vieillissant maintenant gracieusement, resta le cœur du programme. Les articulations arthritiques le rendaient plus lent, et il dormait plus qu'il ne restait éveillé. Mais chaque mercredi, sans faute, il était à son poste à attendre Chloé. La petite fille, maintenant adolescente, avait changé physiquement, mais l'essence de leur connexion restait inchangée. Lors d'une visite particulièrement mémorable,
Chloé apporta son journal pour lire à Simba. C'était un projet scolaire, sur les moments qui changent la vie, et elle avait choisi d'écrire sur leur première rencontre. Tandis qu'elle lisait, sa voix portant à travers les haut-parleurs spécialement installés pour que Simba puisse l'entendre clairement, le personnel du zoo s'arrêta pour écouter. « Cher Simba, lut-elle, tu m'as appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est tendre la main même quand tout le monde dit que c'est dangereux. C'est croire qu'il y a de la bonté qui attend de l'autre côté des grilles que nous construisons. Merci de m'avoir vu quand je me sentais invisible. Merci de m'avoir montré que briser peut être beau. » Simba, comme s'il comprenait chaque mot, se leva lentement et marcha jusqu'à la vitre. Il pressa son front contre la barrière et Chloé fit de même. À ce moment-là, toutes les personnes présentes sentirent le poids sacré d'être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Non seulement l'amitié entre une petite fille et un lion, mais la preuve vivante que la compassion ne connaît pas d'espèce. Le documentaire final sur le programme, sorti pour le 10e anniversaire, devint un phénomène mondial. Il remporta des prix prestigieux et inspira des programmes similaires dans des zoos du monde entier. Mais pour Chloé, Thomas et Camille, le véritable prix était les moments quotidiens. Des dîners en famille où Chloé riait des mauvaises blagues de Thomas, des samedis matins au zoo, où Camille enseignait à Chloé le comportement animal, des soirées tranquilles, où les trois existaient simplement ensemble, dans un silence confortable. Leur histoire est devenue une légende au zoo. On racontait aux nouveaux employés le jour où une petite fille en fauteuil roulant a apprivoisé non seulement un lion féroce, mais les cœurs de tous ceux qui ont été témoins de son courage. Les visiteurs venaient en espérant voir Simba, et repartirent toujours avec plus que ce à quoi ils s'attendaient. Une leçon sur la résilience, sur l'amour, sur la possibilité de lumière même dans l'obscurité la plus profonde. Et chaque mercredi, tandis que le soleil se couchait sur le zoo et que Chloé disait au revoir à Simba jusqu'à la semaine suivante, la même question flottait dans l'air comme une bénédiction et un défi. Et toi, à quel moment laisseras-tu l'espoir? Fleurisse dans ton désert